À l'instant où le fils du fondateur est entré dans mon centre d'opération, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel, en parlant de innovation, j'ai su que cette compagnie aérienne fonçait droit vers le désastre, et ce n'était pas une tempête qui allait finalement la faire tomber. J'avais passé 13 ans à maintenir cette compagnie en vie à coups de café noir, de nuits blanches et d'un pur entêtement. Pendant ce temps, des gens comme lui traversaient en la vie en croyant qu'un diplôme de commerce et un sourire assuré les rendaient plus intelligents que ceux qui faisaient réellement le travail. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est simple, une compagnie aérienne ne fonctionne pas grâce à une image de marque. Elle fonctionne grâce à des gens épuisés qui évitent tranquillement des catastrophes, heure après heure, sans que personne ne le remarque. Je m'appelle Camille Lefebvre et pendant plus de 10 ans, j'ai été responsable des opérations pour une compagnie aérienne régionale basée à Chicago. Le titre semblait impressionnant, mais en réalité, cela signifiait vivre dans une salle glaciale remplie d'écrans, de radios et d'appels furieux, prête à tout pour empêcher le chaos d'engloutir une journée entière de vol. Pendant que les passagers se plaignaient des retards et des collations racistes, des gens comme moi redirigeaient les avions autour des cellules orageuses, démêlaient des cauchemars d'horaires et s'assuraient que les pilotes ne dépassent jamais leurs heures de vol légales en plein service. Tout reposait sur un système appelé Aerolink, un logiciel vieillissant, rafistolé au fil des années par des employés partis depuis longtemps. Je comprenais ce système mieux que quiconque encore en poste. Chaque matin suivait le même rythme. Café infect, écran clignotant et une poignée de petites crises déjà en attente avant même le lever du soleil. Un mercredi en particulier, j'ai pointé à 4 heures du matin et j'ai immédiatement vu le serveur de routage s'illuminer d'alerte. Une tempête traversait la côte du Golfe. Les équipes au sol de Denver avaient du retard et Atlanta accumulait déjà les annulations. Mon superviseur, Julien, avait l'air à moitié endormi, mâchant un sandwich au petit déjeuner qui sentait vaguement le brûler. « Bonjour Camille », marmonna-t-il. « On se fait déjà submerger. » Je tapais déjà avant qu'il n'ait fini sa phrase. En quelques minutes, j'avais redirigé les vols autour de la tempête, réparé manuellement un décalage serveur et réaffecté 2 équipages qui auraient sinon dépassé leurs heures en plein trajet. Une à une, les alertes disparaissaient et les écrans redevenaient verts. Cette sensation ne s'usait jamais. Savoir que des centaines de vols circulaient en sécurité grâce à des décisions silencieuses, prises avant même que la plupart du pays ne se réveille. Vers 9 heures ce matin-là, toute l'énergie de la salle a changé dès que les portes se sont ouvertes. L'odeur habituelle de café brûlé et de stress a été remplacée par un parfum coûteux. Est entré Alexandre Rousseau, le fils du propriétaire, avec sa petite amie Léa derrière lui, tablette à la main, comme si elle venait sauver l'entreprise à elle seule. Alexandre avait passé les dernières années à se trouver, en voyageant à travers l'Asie du Sud-Est, pendant que le reste d'entre nous travaillait en heures supplémentaires pour maintenir l'entreprise en vie. Maintenant, il avait un tout nouveau titre de cadre et un plan pour moderniser l'ensemble. Camille, dit-il avec un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux, nous sommes ici pour observer les opérations aujourd'hui. Papa pense qu'il est temps d'avoir un regard neuf. Un regard neuf signifie généralement que quelqu'un en haut veut licencier du personnel expérimenté et le remplacer par un logiciel jamais testé, répondis-je. Léa a ri comme si j'avais fait une blague. Elle animait autrefois une page lifestyle en ligne avant de décider que l'aviation était sa nouvelle passion, et 5 minutes après le début de son premier service d'observation, elle parlait déjà de rationaliser et de optimiser les flux de travail sans comprendre un seul système devant elle. À midi, ils ont convoqué une réunion et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'entreprise était réellement en difficulté. Alexandre se tenait devant un diaporama parlant d'intelligence artificielle, d'efficacité et de réajustement des effectifs. Léa faisait défiler diapositive après diapositive remplies de mots à la mode pendant que les cadres intermédiaires dans la salle restaient figés, terrifiés à l'idée de perdre leur emploi. Puis, Léa a désigné notre ligne vers Milwaukee et annoncé qu'ils allaient supprimer les petits avions régionaux au profit de gros porteurs pour réduire la fréquence des vols. Je l'ai regardée, stupéfaite. Ces petits avions existaient parce que la piste de cet aéroport régional ne pouvait physiquement pas accueillir quelque chose de plus gros. Nos voyageurs d'affaires dépendaient de ces départs fréquents. Les supprimer aurait ruiné cette ligne financièrement en quelques mois. J'ai tout expliqué calmement. Alexandre a balayé mes propos comme si je n'avais rien dit. C'est une pensée dépassée, Camille. Nous avons besoin de solutions évolutives. C'est à ce moment-là que j'ai compris, rien de tout cela ne concernait l'amélioration de la compagnie, il s'agissait d'ego. Il m'en voulait parce que j'étais un rappel constant qu'il ne pouvait pas diriger cette entreprise seul. Au cours des 2 semaines suivantes, l'endroit est devenu méconnaissable. Le personnel expérimenté a été licencié un par un, remplacé par des outils d'automatisation qui fonctionnaient à peine. L'équipe de support de nuit a été entièrement supprimée parce qu'Alexandre insistait sur le fait que rien d'important ne se passe après minuit, ignorant commodément que notre division cargo fonctionnait toute la nuit et rapportait des millions en revenus. Chaque avertissement que je donnais était balayé. Léa a commencé à suivre mes services, à faire défiler son téléphone en posant des questions qui n'avaient aucun sens. Pourquoi les codes couleurs n'expliquent-ils pas simplement les retards? A-t-elle demandé un après-midi pendant que je redirigeais 3 vols simultanément?
Panne mécanique, problème d'équipage, météo, pénurie de carburant. Un code couleur ne me dira jamais si j'ai besoin d'un mécanicien ou d'un miracle, lui ai-je répondu. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit que j'avais besoin d'une meilleure attitude. Ce vendredi-là, l'invitation à la réunion des ressources humaines est arrivée dans ma boîte mail. Aucun objet, aucune explication nécessaire, je savais déjà. Avant de quitter mon poste ce jour-là, j'ai discrètement terminé quelque chose que je préparais depuis presque une semaine. Au fil des années, j'avais développé des centaines de scripts personnalisés qui maintenaient réellement un rolling fonctionnel, outils de récupération de routage, sauvegarde de planification des équipages, protocole de synchronisation pendant les pannes. Officiellement, rien de tout cela n'avait jamais été intégré aux systèmes principaux de l'entreprise, donc tout reposait sous mes identifiants d'employé personnel, entièrement légal, entièrement conforme, ce qui signifiait aussi que si mon accès disparaissait, les scripts disparaîtraient avec lui. À 15 heures, je suis entrée dans le bureau des ressources humaines. Alexandre était assis à côté de Léa, l'air satisfait de lui-même, tandis que la représentante des RH évitait tout contact visuel. Alexandre a joint les mains comme s'il s'apprêtait à faire un discours. Camille, après avoir examiné la culture ici, nous estimons que votre approche ne correspond plus à la direction que prend l'entreprise. Traduction, ai-je dit, vous licenciez la personne qui maintient cette compagnie aérienne en vol. Léa est intervenue immédiatement. Franchement, votre négativité est devenue toxique pour l'équipe. J'ai littéralement éclaté de rire. 13 ans de fêtes manquées, de nuits sans sommeil, de relations que j'ai laissées s'effondrer pour cette compagnie, et soudain, j'étais celle qui était toxique pour avoir souligné que personne dans cette réunion ne comprenait comment fonctionnait l'entreprise. Alexandre a finalement lâché les mots: vous êtes licencié avec effet immédiat. J'ai rendu mon badge sans discuter, les regardé droit dans les yeux et lui ai dit: tu crois que tu viens d'acheter une machine qui fonctionne toute seule, Alexandre? Tu viens de virer la seule personne qui savait vraiment la faire fonctionner. En sortant, j'ai mentionné presque en passant que le cache de routage se réinitialiserait à 15h30. Alexandre a souri d'un air suffisant et a dit qu'il s'en occuperait. J'ai quitté le bâtiment, trouvé un bar près de l'aéroport, commandé un verre et ouvert le tracker de vol public sur mon téléphone. À exactement 15h30, le système s'est réinitialisé et n'a pas réussi à se reconnecter à l'architecture de routage liée à mes identifiants depuis plus de 10 ans. L'effondrement a commencé lentement. Un vol retardé en est devenu 5. 5 sont devenus 20. Les portes d'embarquement ont disparu. Les plannings de carburant se sont corrompus. Les équipages ont disparu des registres de répartition. En 1 heure, la FAA émis un arrêt total des vols. La compagnie s'est complètement figée. Des passagers étaient bloqués d'un bout à l'autre du pays. Les chaînes d'information ont commencé à couvrir la panne généralisée. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le personnel des opérations suppliant de l'aide, Alexandre appelant sans arrêt, Léa m'envoyant des messages disant que les gens souffraient et que je devais agir professionnellement. Je les ai bloqués tous les deux. Finalement, le propriétaire lui-même, Bernard Rousseau, m'a appelé personnellement. Contrairement à son fils, Bernard avait réellement bâti cette compagnie de ses propres mains des décennies plus tôt. Il semblait épuisé. Camille, c'est un désastre, a-t-il admis. Reviens ce soir, répare tout ça et je les vire tous les deux. Fixe ton prix. Pendant une seconde, j'ai vraiment considéré l'offre. Une partie de moi manquait encore le chaos, la pression, la satisfaction tranquille de résoudre l'impossible avant le lever du soleil. Mais je me suis souvenu de chaque avertissement ignoré, de chaque regard méprisant, de chaque sourire suffisant venant de gens qui pensaient que l'expérience ne comptait plus. Tu les as laissés détruire cet endroit eux-mêmes, lui ai-je dit doucement. Maintenant, tu dois vivre avec ce qu'il en reste. La compagnie a perdu des millions en quelques jours. Des vols ont été annulés à travers tout le pays. Les investisseurs se sont retirés. Les journalistes ont fini par reconstituer l'histoire de mon licenciement et du jour au lendemain, chaque concurrent du secteur connaissait mon nom. 2 jours plus tard, j'ai signé un contrat de conseil avec l'un des plus grands rivaux de la compagnie, pour presque le triple de mon ancien salaire. Ils voulaient mon expertise, pas mon obéissance. J'ai reconstruit leur système depuis chez moi pendant que mon ancienne compagnie s'effondrait aux informations du soir. Une semaine plus tard, Alexandre a été licencié. 6 mois plus tard, la compagnie a été démantelée et vendue par morceaux. Certaines nuits, cette salle de contrôle me manque encore. Les écrans clignotants, la pression, la satisfaction silencieuse de résoudre l'impossible avant que la plupart des gens n'aient bu leur café. Mais ensuite, je me souviens d'une chose simple. Les entreprises adorent dire que leurs employés sont remplaçables, jusqu'au moment précis où elles découvrent à quel point ce remplacement coûte réellement cher. Si l'histoire de Camille vous a touché autant qu'elle nous a touchés, laissez un like et dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Abonnez-vous et activez les notifications pour d'autres histoires vraies sur les personnes qui tiennent tout ensemble en silence et ce qui se passe quand elles décident enfin de partir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin.